C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une solution clé en main. À chaque fois, il va falloir découvrir le contexte pour imaginer des solutions qui soient adaptées et qui ont une chance, qui aient une chance de fonctionner en fait. Le GRET, en fait, c'est une ONG internationale de développement. Donc son nom, c'est le groupe de recherche et d'échange technique, qui travaille dans une trentaine de pays depuis 50 ans, sur une palette de thématiques, dont une de ces thématiques, c'est la question des services essentiels locaux. Il y en a d'autres, il y a la gestion intégrée des ressources naturelles, il y a l'aménagement urbain, le développement agricole. Voilà. Donc moi, je suis dans cette équipe-là qui travaille sur les services essentiels locaux. Ce qu'on cherche à faire, c'est à promouvoir un accès universel à des services de base. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les services d'eau potable, d'assainissement, la gestion des déchets solides, mais aussi la question de l'énergie ou des inondations. Ça passe par à la fois des solutions techniques, des infrastructures, mais ça passe aussi, et surtout, je dirais, le plus difficile, c'est de mettre en place des modalités de gestion de ces services pour qu'ils puissent fonctionner dans le temps, des modalités de financement aussi, c'est-à-dire qu'un service essentiel, pour fonctionner, ça coûte en infrastructure, mais aussi en gestion quotidienne, le travail du GRET et de ses partenaires. Donc là, il y a une variété de financeurs, effectivement, l'Agence française de développement, mais aussi les collectivités territoriales qui, en France, souhaitent accompagner les collectivités territoriales au sud. On appelle ça la coopération décentralisée, ou d'autres bailleurs de fonds. Ça peut être la coopération belge, luxembourgeoise. Bref. En fait, le GRET, lui, se positionne en appui aux structures qui, sur place, dans les pays d'intervention du GRET dans lesquels on travaille, ont la responsabilité de ça. Donc ça va dépendre des contextes. Ça peut être parfois des associations d'usagers, ça peut être parfois des collectivités territoriales qui ont cette mission, ou alors c'est parfois l'État qui a encore cette responsabilité-là de fournir ces services aux populations. Par exemple, au Sénégal, la question de l'hydraulique rurale, en fait, elle est du ressort de l'État, même si dans les textes, alors que dans d'autres pays, comme au Togo par exemple, ça va être plutôt du ressort des communes. Donc il y a différents niveaux. Et en fait, en fonction de ce que disent les textes, mais aussi de la réalité concrète sur le terrain, c'est-à-dire qu'on rencontre parfois une différence entre la théorie et la pratique, mais globalement, on travaille à chaque fois avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les autorités, qu'elles soient nationales ou locales, les usagers, et parfois les opérateurs, qui peuvent, dans certains cas, être des petites entreprises privées ou bien des opérateurs publics. L'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble pour trouver les bonnes modalités de gestion de ces services d'eau potable, d'assainissement, etc. Et donc en fait, le choix d'intervenir se fait d'abord dans les pays d'intervention, c'est-à-dire que c'est là où le GRET est présent depuis un certain nombre d'années, qu'il a du coup des équipes locales, des partenaires locaux de longue date, une connaissance du contexte, qu'on va en fait identifier, soit nous-mêmes, soit recevoir des demandes d'intervention de la part des acteurs locaux. Donc en fait, on part essentiellement de là où nous sommes. Ensuite, il y a plusieurs modalités d'intervention. Soit on reçoit, entre guillemets, on identifie ou on reçoit un besoin. On va ensuite piocher dans des enjeux techniques, de la science sociale, des questions de gestion, de financement, pour trouver une réponse qui soit adaptée à la problématique à laquelle on fait face. Soit on leur propose quelque chose, une initiative qu'on a portée et identifiée complètement nous-mêmes, soit parfois ils ont eux-mêmes des programmes un petit peu définis. Par exemple, ils disent on veut travailler sur tel sujet avec tel pays, et là on rentre dans ce cadre et on va proposer les modalités d'intervention. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une solution clé en main. À chaque fois, il va falloir découvrir le contexte pour imaginer des solutions qui soient adaptées et qui ont une chance, qui aient une chance de fonctionner en fait. Notre vision, c'est d'accompagner la mise en place de services essentiels qui fonctionnent pour tout le monde. Ça, c'est vraiment important. C'est cette dimension d'accès universel qui est d'ailleurs promue par les objectifs de développement durable. Donc nous, on se reconnaît là-dedans et ça fait une trentaine d'années qu'on travaille justement à trouver des solutions pour
cette universalité d'accès. Maintenant, il y a aussi des objectifs sur la manière de faire. Et là, en fait, nous, ce qu'on promeut, c'est en fait de se positionner en appui aux acteurs locaux qui sont en fait légitimes pour agir, qui peuvent avoir demandé un appui technique. Donc là, nous, on peut, avec nos collègues de terrain, intervenir en appui, mais c'est bien eux qui sont les porteurs de l'action. C'est bien eux qui vont identifier les solutions, c'est-à-dire qu'on cherche à se positionner en accompagnateur et non pas en substitution à l'acteur qui est légitime sur place pour mettre en place un projet ou un service. Ayant vocation ensuite, en ayant proposé des solutions et accompagné ça sur on va dire une dizaine d'années, c'est ça la temporalité. Souvent, notamment nos financeurs aimeraient qu'on trouve des solutions plus rapidement, c'est-à-dire qu'on a un temps de projet qui est de 2-3 ans, parfois une deuxième phase, mais ça nous amène à 5-6 ans. Or, on sait que c'est trop court. En fait, on passe beaucoup de temps à essayer de former nos collègues sur le terrain, nous se former, parce qu'en fait, c'est un apprentissage qui est permanent face à des situations variées et distinctes, et du coup, et aussi à renforcer les capacités des acteurs sur place sur des questions soit très techniques, d'opération d'une station de potabilisation par exemple, ou alors sur des sujets plus de fixation d'un tarif qui va permettre de combiner les équilibres financiers, c'est-à-dire avoir de l'argent pour payer les charges, mais aussi tenir compte des plus vulnérables. Voilà, donc sur tout ça, en fait, il y a aussi ce programme de renforcement de capacité qu'on essaye de proposer. Donc en fait, cette aventure, ce croisement entre ce qu'on fait nous dans notre équipe sur ces projets et le programme commun, il s'est fait à un moment où on se disait qu'il fallait avoir une intention un petit peu plus politique dans nos projets. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était grosso modo des ingénieurs, des techniciens, donc on trouvait des solutions techniques en réponse à des solutions. Longtemps, le GRET a fait ça. Ensuite, on s'est penché sur ces modalités de gestion de financement en plus. Et petit à petit, on se rendait compte que souvent, là où le bas blessait, j'ai envie de dire, ce qui faisait un succès ou un échec sur une situation donnée, c'était pas tant ces solutions techniques, c'était pas tant ces modalités de gestion de financement qui pouvaient être très variées, mais c'était la manière dont les acteurs du service, donc les usagers, les opérateurs, les collectivités locales, les entités nationales, arrivaient à dialoguer et à trouver des solutions ensemble face à des dysfonctionnements. Ce que nous, on a appelé longtemps de la régulation locale. Ça, c'était un peu notre manière de formuler le truc. Et à ce moment-là, le programme commun et gouvernance partagée du GRET, donc sur une variété de situations, arrive. Et nous, on se dit, c'est peut-être ça qui va nous aider à aller plus loin dans cette intention politique-là. C'est à remettre les usagers au premier plan, pour deux raisons. La première, c'est parce que finalement, c'est les acteurs les plus importants. C'est eux qui utilisent le service. C'est eux qui sont les plus à même de dire s'il leur convient, s'il fonctionne, si tout le monde y a accès ou pas. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est parce que dans nos situations, ils étaient justement, entre guillemets, la dernière roue du carrosse. Et donc, on a accompagné comme ça ce qu'on appelle la Fédération des associations d'usagers des réseaux d'eau potable, la FASUREP, d'une zone qui s'appelle le Gorom Lamsar au nord du Sénégal, pour en fait, entre guillemets, les renforcer dans leur connaissance déjà de comment ça fonctionne l'hydraulique rurale, parce qu'ils avaient une vision d'utilisateur, mais ils n'avaient pas forcément la vision de qui fait quoi et à qui je dois m'adresser si j'ai tel problème. Donc il y a eu ce travail-là. Et ensuite, il y a eu un travail aussi sur, et c'est la deuxième chose que le programme nous a apporté, c'est comment on fait en fait. En partageant avec d'autres collègues qui travaillent sur d'autres sujets, dans d'autres géographies, d'avoir des outils un peu nouveaux qu'on n'avait jamais expérimentés jusqu'à présent pour justement satisfaire cet objectif de renforcement de la place des usagers dans la gouvernance des services d'eau. Un exemple, c'est qu'on a travaillé sur un outil de modélisation des interdépendances autour du service de l'eau, donc un outil qu'on appelle PARDI, problématique, acteurs, ressources, dynamique, intervention. Donc on a modélisé les interactions entre acteurs, et ça on ne l'a pas fait nous, GRET, ou nous, GRET et notre partenaire privilégié, mais tous ensemble. Et donc on a eu cet atelier de 5 jours qui n'avait jamais eu lieu en fait autour de la question de l'hydraulique rurale, où sont venus des représentants des ministères, des opérateurs, des collectivités territoriales, des chercheurs, des opérateurs privés, de l'Agence régionale de développement, enfin toute une variété d'acteurs
à même niveau, c'est-à-dire sur un pied d'égalité, pour modéliser les interdépendances. Et ça a été un temps assez fort. Parce qu'en fait, les gens sont un petit peu descendus de leur posture habituelle. On a souvent des ateliers, des conférences où chacun joue un petit peu son rôle et les gens ne se parlent pas vraiment. Là, il y a eu 5 jours de co-construction pour schématiser en fait les interdépendances autour de cette question très opérationnelle du service de l'eau. Je vais juste donner un autre outil qu'on a vraiment aimé tester. C'est suite à ce travail de modélisation, un jeu sérieux, donc un jeu de plateau, un jeu de rôle en fait, autour d'un plateau qui schématisait un service d'eau en milieu rural au Sénégal. Et on a simulé des situations réelles de dysfonctionnement d'un service, d'un abonné qui n'a pas son branchement, donc il y a des cartes qui permettent de simuler des situations. Et en fait, on a joué ce jeu dans un certain nombre d'enceintes, avec des usagers, avec différents acteurs, et ça a été un outil intéressant, mais vraiment intéressant, pour rediscuter différemment de ces questions-là, en faisant sortir les gens de leur posture habituelle, en inversant les rôles, etc. Et du coup, ça nous a amené à rediscuter de la gouvernance de l'hydraulique et à faire accepter, et c'est là où on se dit on a peut-être un premier pas, une petite victoire, que les usagers participent au dispositif de régulation c'est beaucoup de termes techniques, des délégations de services publics de l'eau en milieu rural. Et ça, c'était pas gagné. Et suite à ce processus, aujourd'hui, il y a eu des arrêtés qui ont défini la composition et qui impliquent les usagers dans la régulation locale du service. Et pour nous, c'était un premier pas important. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, une fois que ça a été atteint, c'est à accompagner les usagers pour qu'ils ne soient pas seulement à la table, mais qu'ils aient vraiment des positions à porter fortement. Et donc, ça veut dire décoder le fonctionnement de ce service, qui est quelque chose d'assez technique, et aussi de quelle manière ils peuvent porter ça au niveau des institutions et des acteurs publics. Beaucoup d'acteurs, en France notamment, nous ont dit non mais parler de commun dans un contexte de délégation de service public, c'est-à-dire là où il y a un opérateur privé qui rend le service, c'est complètement paradoxal, ça ne peut pas avoir lieu. Et ce qu'on essayait de répondre à ça, c'est de dire bon bah déjà, le modèle de gestion en place, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est un cadre institutionnel d'un pays qui définit les règles comme ça. Il faut veiller à ne pas importer un débat qui est relativement franco-français sur la gestion publique, la gestion déléguée, qui se pose vraiment en des termes très intéressants en France, et en fait ne pas l'importer de la même manière dans les pays d'intervention dans lesquels on intervient, où les situations peuvent être très variées. Et donc face à ça, donc le GRET intervenant dans ces pays d'intervention depuis une quinzaine d'années, nous on a été amenés à accompagner différents modes de gestion. Parfois, on arrivait dans une situation où il y avait un petit opérateur privé local qui fournissait un service. Ça fonctionnait plutôt bien. Parfois, on a accompagné des régies municipales à se structurer parce que dans ce pays-là, il y avait des moyens techniques mis à disposition des collectivités, ça pouvait s'envisager. Parfois, on a travaillé sur de la gestion communautaire, c'est-à-dire le renforcement d'une gestion par les usagers. Donc ça, c'est les différents modèles de gestion qu'on rencontre sur nos terrains. Et dans un souci quelque part de pragmatisme, nous, on travaillait avec ces différentes modalités qui peuvent fonctionner dans un cas bien précis ou qui peuvent moins bien fonctionner dans un autre cas. Donc les modèles de gestion, finalement, sont variés et on entend parfois la promotion de modèles. Alors longtemps, il y a les opérateurs privés qui ont promu la délégation de services publics à tout va, quelque part. À l'inverse, aujourd'hui, on entend aussi parfois les gens qui prônent la régie municipale. Ce qui peut être en France une très bonne idée, mais qui se transpose difficilement dans nos situations dans lesquelles nous on intervient, où par exemple une collectivité n'a même pas de service technique. Travaillons à l'améliorer, mais c'est un peu ça le sujet. Et ensuite, on s'est dit, dans le cas par exemple du Sénégal, on arrive et on fait face à une délégation de service public. Nous, notre positionnement, ça a été de se dire comment, dans ce contexte sur lequel on n'a pas prise, en fait, on va essayer de renforcer la place des usagers dans le dispositif malgré tout. En gros, ce que disent mes collègues au Sénégal, après ces années de travail un peu de réflexion là-dessus et d'action un peu concrète, c'est, en gros, ils disent, il n'y a pas de bon modèle, il n'y a que des bonnes modalités. Et donc, ce petit slogan, il essaye de retracer un peu ça, c'est de dire finalement, quel que soit le mode de gestion sur lequel on a peu de prise, on va travailler au-dessus sur la place des usagers.